Bien, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors, on vous partage déjà le titre qu'on a donné à cette conférence. Donc, c'est IA, intelligence artificielle évidemment, et cyber dans la finance, entre rationalisation et innovation de rupture. Alors, on va déjà commencer par se présenter. Alors, je suis Sandy Sautier, je fais partie du groupe Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. On est assez leader dans la crédit à la consommation, comme vous le savez, et la mobilité en Europe. Et je vais laisser la place pour se présenter à mes camarades d'aujourd'hui. Donc, je suis Arnaud Martin, je suis le directeur des risques opérationnels à la Caisse des dépôts et j'ai en particulier toutes les équipes de cybersécurité dans mes équipes. Bonjour, moi je suis Patrick Prosper, donc je suis le CISO du groupe Groupama et j'ai aussi les équipes opérationnelles cyber qui me sont rattachées. Et enfin, François Lavaste, moi je suis investisseur dans un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Capital, qui a lancé en 2019 une stratégie d'investissement en cybersécurité. Et j'avais eu une expérience opérationnelle de CISO assez brève, pas dans la finance, chez Airbus Defence and Space avant de rejoindre Tikeo et un parcours plutôt entrepreneur avant ça, dans la cyber. Voilà, donc vous savez qui est présent aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là. Alors on va commencer tout d'abord avec Patrick pour parler finalement de la réglementation qui est assez prolixe depuis quelques années, qui s'intensifie sur différentes dimensions. Donc l'aspect entre le groupe financier et notre secteur et la réglementation aujourd'hui. Oui, donc je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas faire une synthèse de la réglementation, mais je vais vous partager quelques éléments de nos réflexions en intégrant que l'IA est un parcours de maturité et on part d'un certain niveau, puis on essaie de grimper dans un monde fluctuant. Donc la réglementation, c'est quelque chose dont on a une certaine habitude dans le monde de la finance, tant sur l'IA Act, le devoir de conseil, DORA, etc., le RGPD que je me devais de nommer. Donc la démarche du groupe a été de dire, dans l'IA, on l'inscrit dans la stratégie du groupe. Donc déjà, ça pose quelque chose pour tout le monde. Et avec les juristes, les DPO et puis les gens en charge de l'éthique, on a décidé de définir ce qu'était une IA responsable vu de notre perspective. Ce n'est pas du tout un document de leçon pour vous ou quiconque d'autre, mais pour nous. Et on a défini ce que nous, on a accepté dans le cadre des usages de l'IA. Donc éthique, responsable, éco-responsable, égalitaire, non discriminante, etc., etc. Et on a fait un gros travail sur le parcours d'homologation des IA qu'on met en prod. C'est-à-dire valider qu'elle était conforme à cette doctrine-là. Et bien sûr, dans la doctrine, on a intégré toutes les contraintes réglementaires qui venaient essentiellement de l'IA Act. Et puis commence à apparaître, là, depuis quelques mois, une notion de souveraineté qui va plus loin que la localisation des données. C'est quoi la dépendance qu'on a vis-à-vis de nos amis américains? Parce que maintenant, on a beaucoup d'amis là-bas. Donc, on s'interroge de notre dépendance ou hyper-dépendance sur ces sujets-là. Je complète cette démarche pour vous partager la conviction qu'on a, c'est que nous, l'IA, vu du cyber, mon job, donc nous, on considère qu'il y a de l'IA pour le cyber. Donc, dans le cyber, on a mis en place des agents. Oui, on fait de l'agentique, même si on ne communique pas tellement dessus, mais on a mis en place des choses comme ça. Mais aussi, les IA sont des applications. Donc tous les critères de sécurité, conformité qui s'appliquent aux applications s'appliquent à l'IA, plus les spécificités type hallucination, biais cognitifs, etc., modèle d'apprentissage, respect du droit d'auteur, tout ça, c'est ce qu'on a remis dans notre charte et qu'on analyse au travers de la phase d'homologation. Donc IA for cyber, cyber for IA, et puis malheureusement, on a des gens malveillants qui utilisent des IA pour générer des attaques, et on essaye de voir s'il n'y a pas des choses spécifiques et nouvelles qui apparaissent liées à l'IA contre le cyber. Voilà. En gros, ça tire les juristes, les acheteurs, les gens qui travaillent sur l'éthique, le contrôle, les gens du cyber, le DPO. Donc l'IA tire beaucoup de métiers
et beaucoup d'acteurs et de spécialistes au-delà des techniciens et des experts ingénieurs sur ces sujets-là. Alors là-dessus, peut-être que Arnaud, tu as peut-être un mot sur cette partie réglementation. Oui, alors en complément de ce que tu disais, souvent on se pose la question quand il arrive une nouvelle réglementation, qui va prendre la main dessus, en particulier dans les grandes banques. Alors vous imaginez que, ou les grandes assurances, il n'y a personne qui lève la main pour dire moi je veux, aussi bien que sur la partie RGPD, que sur la partie DORA, que sur la partie RIA. Donc on essaye de rendre un petit peu cartésien le sujet et de se dire quel est le barycentre pour savoir quelle va être l'entité qui va prendre le lead par rapport à ce nouveau règlement. Est-ce que c'est un règlement qui va plutôt être avec un barycentre compliance, ou alors est-ce que c'est un règlement qui va plutôt avoir un barycentre opérationnel risque? Et suivant les conclusions de cette pré-analyse, c'est plutôt orienté davantage vers la direction juridique, direction conformité, ou alors vers la direction des risques et la partie opérationnelle. Si on reprend les 2-3 grands axes que tu as cités, la partie RGPD, elle est quand même assez classiquement et usuellement orientée sur la partie direction juridique, avec un volet compliance qui est très fort sur cette partie-là. Les règlements DORA, je pense aussi à Nice 2, qui un jour, on espère, se déclinera en France, ont plutôt un barycentre opérationnel. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau de la Caisse des dépôts, DORA, la vision, le leader, c'est vraiment au niveau de la direction des risques opérationnels, donc dans mes équipes et sur la partie cyber. Et le RIA, on a plutôt un tropisme en termes d'approche pour le moment. Alors vous savez qu'il a été décalé au niveau des wagons omnibus qui ont été enclenchés côté Commission européenne. Donc la déclinaison et l'organisation n'est pas encore totalement stricte sur cette partie-là chez nous, mais il y aurait plutôt un barycentre compliance avec en effet un certain nombre de domaines qui sont dédiés à la partie opérationnelle. Alors il y a bien évidemment la partie IA pour les équipes cyber. Alors comme on a des geeks, des développeurs et des gens que ça énerve de faire 10 fois la même chose, vous imaginez bien que l'IA, ils l'adoptent, et j'aurais tendance à dire c'est des early adopters au niveau de l'entreprise. Donc on n'a même pas besoin de les motiver pour leur dire faites de l'IA, ils le font naturellement sur cette partie-là. Et après on a toute l'autre partie assez régalienne de la direction des risques, qui est de dire quels sont les risques associés à l'IA. Est-ce que ce sont des nouveaux risques? Est-ce que ce sont des risques existants mais qui sont exacerbés parce qu'il y a la présence de l'IA au niveau de la fréquence du risque ou au niveau de l'impact du risque. Et tout ça, on le structure plutôt par rapport à la taxonomie des risques assez classique qu'on a au sein de la grande famille des risques SI et SSI. Chez nous, il y a juste un seul risque qu'on a rajouté, c'est lié à l'hallucination, comme tu disais. Les autres, on a réussi à se greffer sur chacun des risques. Et les risques d'hallucination, c'est lié à la structure même des modèles d'IA. On avait bien un risque de modèle qui existe dans la taxonomie des risques, mais c'est plutôt des risques de modèles financiers. Donc on s'est dit que c'était quand même pas une très bonne idée de mettre un risque de modèle associé aux hallucinations IA sur cette partie-là. Donc on a créé un risque spécifique derrière. Et donc du coup, ce qu'on voit en termes de gestion des risques associés, c'est qu'on va plutôt être dans cette déclinaison des processus existants avec les équipes existantes, en mettant du contrôle associé, en diligentant du contrôle périodique au niveau des auditeurs de la banque pour regarder et pour appréhender ce nouveau risque avec les différents volets qu'il peut y avoir. Du coup, par rapport à ce qu'on se dit là, alors, je ne sais pas exactement comment vous le découpez dans les différents métiers, tu en as parlé un petit peu. Par rapport à l'arrivée de l'IA Act, on le découpe, nous, de notre côté, avec les équipes de data, la partie DMO, le fameux CDO, Chief Data Officer. Et en fait, on a trouvé un équilibre entre la data science qui a la maîtrise des systèmes d'IA, puisque ce sont eux les experts. C'est eux qui préparent le terrain pour le business, finalement, pour tous les usages, avec la partie sécurité-conformité. Alors moi, je représente la partie sécurité. En fait, ce qu'on a établi aujourd'hui, c'est un dialogue vraiment très intense, très continu aussi. On se parle des technologies parce qu'on n'est pas expert en tant que CISO sur ces technologies-là, même si on est intéressé. On est des geeks aussi pour une part, faut se l'avouer. Mais en tout cas, on sait qu'on doit sécuriser ces nouveaux écosystèmes. Dès lors, on a obligation finalement de synergiser entre nous et puis de traiter le sujet comme si c'était un sujet qui était complètement commun, sur lequel on doit monter tous en compétences, en connaissance aussi de l'un de l'autre, et monter des frameworks justement pour adosser le fait que l'IA nous demande des choses, la sécurité nous demande des choses aussi
qui ne sont pas forcément édictés par l'IAC, mais qui sont un complément pour nous en termes de ciseaux, et en fait déterminer la manière dont on va l'approcher en termes de RACI, en termes de technologie et de technique pour vérifier les IA, et en termes de méthodologie d'analyse de risque aussi. Voilà. Alors, on va parler maintenant un peu de l'angle d'attaque qui est l'investissement, puisque finalement, c'est aussi un système l'IA qui apporte beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'innovations, et donc ça se finance tout ça. La sécurité aussi, ça se finance. Et donc, l'idée, c'est de parler un peu avec François, donc de Tikeo Capital, qui est au cœur de ce sujet-là, comment il voit le financement, l'investissement, la rationalité et la valeur réelle dans cette transformation. Alors, côté investissement, l'IA, ça a été un bouleversement assez violent de la manière dont on valorise les sociétés, parce que tout le monde le sait, tout le monde parle d'une bulle IA. Au niveau des investissements en capital, donc les sociétés qui ne sont pas des sociétés cotées, des sociétés privées, start-up ou autres, on voit des valorisations qui sont parfois délirantes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique classique d'une société qui a un chiffre d'affaires ou un profit et sur lequel on peut calculer un multiple et avoir une certaine rationalité des comparables. On est dans l'investissement sur des équipes, sur des talents, sur des idées, avant même qu'un produit soit développé, un business model soit établi. Et donc la prise de risque, elle est maximale pour les investisseurs parce qu'il y aura des cadavres sur le bord de la route, il y en aura de très nombreux. On est sur une logique sur l'IA qui est assez comparable, à notre avis, à beaucoup de logiques dans la technologie où les Américains disent « winners take all », donc 2, 3, 4 gros acteurs prennent tout le marché, absorbent tout l'argent et tous les clients, et donc gardent un temps d'avance sur le reste de la compétition. C'est extrêmement difficile pour des petites sociétés de survivre dans cet environnement de prédation absolue. Et donc, en tant qu'investisseur, ce n'est pas un secteur sur lequel nous, on s'est positionné de manière affirmée. On n'a pas un fonds IA, on a un fonds de cybersécurité parce que là, il y a par contre une fragmentation qui reste d'actualité. Il y a moins de concentration. Il n'y a pas un acteur ou 2 acteurs ou 5 acteurs qui dominent de la tête et des épaules le marché. C'est un marché qui est encore très fragmenté sur lequel la consolidation est encore à venir. Donc, les logiques d'investissement sont différentes et l'IA, pour nous, représente beaucoup plus une opportunité d'augmenter la vitesse et les capacités des sociétés dans lesquelles on investit qu'en tant que telle une cible d'investissement. Donc finalement, de ton point de vue d'investisseur, c'est la valeur sécurité, cybersécurité, et derrière est adossée la technologie IA qui est porteuse de valeur et porteuse d'accélération dans la cyber. Oui, exactement. On est absolument convaincus et on le voit, 100% des sociétés de notre portefeuille, par exemple, au niveau des équipes de développement, utilisent l'IA pour améliorer leur productivité ou checker le code pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug ou le moins de vulnérabilité possible. Donc, on est déjà dans un usage quotidien de l'IA pour développer, dans un usage de l'IA pour automatiser les processus de cybersécurité, augmenter les capacités de la technologie. On a juste une exception dans notre portefeuille d'investissement qui a été la société Chaps Vision, société française dont l'ambition est d'être l'équivalent d'un Palantir européen. Parce que là, la thèse d'investissement était différente. Le traitement massif de données pour les gouvernements européens, clairement, touche à des enjeux d'indépendance stratégique des gouvernements. On ne peut pas être, quand on est au ministère de l'Intérieur, uniquement dépendant de solutions américaines, que ce soit en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves ou tous les pays européens. Et donc, on pense qu'il y a une place pour un acteur européen assez bien positionné sur les plateformes de données, le traitement massif de la donnée et l'IA au service de la sécurité nationale. Et c'est un peu ce que Chabvision a. On reviendra tout à l'heure sur la partie de souveraineté, mais juste un point, peut-être avec d'autres collègues, sur la valeur finalement de l'IA, les KPI, la partie ROI, industrialisation. Comment vous voyez les choses, Arnaud ? Alors, du coup, je vais parler avec 2 casquettes. Je vais peut-être commencer avec la casquette un peu connexe de celle que tu as, François, puisqu'au sein du groupe Caisse des dépôts, on a aussi comme filiale BPI France, donc qui est investisseur avec le fonds Deep Tech sur ces créneaux-là. On a exactement la même approche que toi. Enfin, tu le sais, parfois on est concurrents, alliés ou sur les mêmes deals, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans une logique de financement en série A, en série B, parce que
c'est un petit peu voilà, le plafond qu'on a actuellement des entreprises françaises au niveau de la cyber. Monter au-dessus, les séries C, la partie exit des IPO, c'est pas encore pour le moment. Clairement, ça peut faire partie des choses qu'on aimerait hein, à terme, peut-être dans 5 ans, mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ces logiques en termes de montant financier. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, on est plutôt sur des montées, voilà, des montées au capital de l'ordre de 10 millions d'euros. On va dire aller dans les grosses sociétés en série B jusqu'à 50 avec les voilà, les multi-investisseurs. On n'est jamais au-delà de la partie 100 millions et on n'est pas sur des IPO comme il y avait pu avoir côté OVH Cloud il y a de ça 2-3 ans sur le marché français. Néanmoins, ça fait partie des enjeux, enfin, comme tu le disais, ce sont des marchés fragmentés sur lesquels on continue à investir, mais c'est des enjeux dans lesquels on a identifié, je pense tous autour de la table, y compris les politiques, qu'on avait certainement un sujet qui était, on investit, alors les Français investissent trop en France, les Allemands en Allemagne, et que si on veut avoir des leaders européens qui émergent, et si on veut faire valoir des sociétés à l'échelle, on va devoir passer ce cap-là et avoir plutôt des investissements au niveau européen. Je crois que dans les dernières statistiques qui étaient annoncées sur la partie VC, il y a 19% des fonds qui traversent la frontière. Donc il n'y a que 19% de capitaux français qui sont investis dans un autre pays que la France en Europe. Ce qui est vraiment très très faible. Ce n'est pas du tout le cas bien évidemment aux États-Unis. Enfin, il n'y a pas cette notion de façon de frontière, enfin de frontière entre États. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille si on veut vraiment avoir des entreprises à l'échelle. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment axer sur le fait que chacun des pays doit porter une économie et une innovation sur la partie IA et la partie cyber de façon évidente, mais de façon aussi évidente, de façon conjointe, un peu comme les Américains dans le continent américain, se développer de façon commune pour apporter de l'économie, du sang frais finalement. Et que ce ne soit pas tabou d'aller regarder, même pour la Caisse des dépôts qui est très franco-français, un acteur allemand si l'acteur allemand est meilleur. Donc qu'on soit dans cette logique-là. Et après, juste pour terminer par rapport à ta question qui était l'IA, au-delà de la partie investisseur où on ne peut pas investir s'il n'y a pas ce buzzword d'IA adossé à la valeur de l'entreprise. Et après, quelle est la réelle valeur qu'on a nous en tant qu'utilisateurs? Là, on a une vision beaucoup plus pragmatique. Hein. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on fait de l'IA que ça va être vraiment bien fait, que ça va être intéressant, etc. Donc là, on reprend notre casquette très très ingénieur, de se dire si ça a une valeur ajoutée, oui, on le prend, on le met en œuvre, etc. Si ça a aucune valeur ajoutée, voilà, parfois vaut mieux un bon produit sans IA, mais qui fait le job, plutôt que d'avoir le truc avec la partie M2M. Et en fait, le discours peut-être après l'année 2025, on est en 2026 aujourd'hui, c'est de dire, peut-être avec toi Patrick, le ROI finalement et l'industrialisation, c'est important pour la valeur. On ne peut plus arriver à faire des POC qui restent sous-exploités ou des POC qui ne vont pas à l'industrialisation. Aujourd'hui, on est plutôt direct to the point. On a besoin d'IA pour la productivité. Oui, alors je voulais vous repartager une réflexion et un constat. On a aussi un capital d'investissement dans le groupe et on se rend compte que ces dernières années, tous les investissements sur l'innovation ont été tirés par l'IA, phagocytés par l'IA. C'est-à-dire les innovations qu'on pouvait faire sur l'agriculture, sur la ferme connectée. Enfin, je parle de ça parce que dans le groupe, on est très orienté agricole. Les prévisions météo, etc. Il y avait beaucoup d'innovations. Tout a été tiré par l'IA. Si avant on faisait un produit sur la ferme connectée, par exemple, et bien maintenant on a dit la ferme connectée avec de l'IA. Donc ça a galvaudé un peu le sujet. Et du coup, pour les investissements et le retour sur investissement ou la justification de l'allocation de ressources pour mettre en œuvre des IA, on essaie d'être extrêmement opérationnel pour dire qu'est-ce que ça apporte. Peut-être pas directement en euros, mais peut-être en ETP qu'on peut traduire en euros, mais aussi en renommée, en image de marque, en impact sur les clients, les sociétaires ou même sur les collaborateurs. On a beaucoup de lignes d'investissement autour de l'IA tournées vers les utilisateurs du système d'information du groupe, c'est-à-dire les collaborateurs, quel que soit leur statut, et on arrive à dégager des marges de financement, pas tellement pour faire des économies, mais pour se redonner des libertés d'investissement. C'est-à-dire le gain
en économie qu'on a fait, ben, on le rend pas à des actionnaires. Nous, on n'a pas d'actionnaires. Donc, on le réinvestit dans des innovations au service de nos clients. C'est une espèce de cercle vertueux. Avec une dernière remarque, j'ai parlé de souveraineté tout à l'heure, mais on a aussi, dans un groupe comme le mien, très ancré dans les régions, un regard des régions, de nos filiales, pour dire quelle part des dépenses sont faites en local. Et le local, c'est la région. Ça peut être Rhône-Alpes, ça peut être Paris-Île-de-France, le Nord, l'Est, etc. Donc maintenant, nos dirigeants sont très attentifs à comment l'argent de l'entreprise se réinjecte dans l'économie locale. Même pas nationale, locale. Voilà. Donc si on résume depuis un peu ce qu'on s'est dit depuis le début, il y a une grosse pression sur mettre l'accent sur la rationalisation. On a derrière nous la réglementation qu'on doit intégrer. Et on a des enjeux de souveraineté qui se font un peu entendre, on va dire, notamment du fait de mouvements géopolitiques à travers le monde. Alors, il y a plusieurs pays, hein, on pourra en citer quelques-uns comme des exemples qui nous incitent à changer peut-être de braquet ou en tout cas de reprendre un peu de hauteur sur la partie de souveraineté. Et donc, je vais laisser Arnaud nous en parler. Donc, souveraineté numérique, finalement, mythe, réalité, obligation stratégique, comment on le perçoit aujourd'hui? Alors, c'est plus un mythe. Ça a été. Alors, je me souviens, c'était le 11 novembre de l'année dernière. C'est la première fois que j'ai entendu un Allemand, en l'occurrence, c'était le chancelier Merz à Berlin, au forum au sommet sur la souveraineté numérique. Il a mis les deux mots accolés, souveraineté numérique en allemand, digitale Souveränität. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu et j'étais pas sûr dans ma vie d'entendre cette juxtaposition de monde dans un monde politique allemand. C'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou en France, mais dans beaucoup de pays européens, il faut savoir qu'on part de très très loin sur cette partie-là. Et le sujet de souveraineté numérique, comme tu dis, alors j'aurais tendance à dire le sujet de cyber. Ouais, c'est les techos de la cyber, la direction des risques un peu sur cette partie-là, c'est leur sujet. Et à part quand il y a une super grosse crise en COMEX, ils n'en parlent pas tant que ça. La partie IA, ouais, ça fait bien quand même dans les discussions de salon, donc faut en discuter un petit peu, mais pareil, c'est pas forcément le sujet du DG, c'est un sujet un peu en filigrane sur cette partie-là. Là, la souveraineté numérique, c'est devenu le sujet du COMEX, le sujet du conseil d'administration. Parce que ce qui était impensable il y a quelque temps devient pas, ça ne sera pas matérialisé demain, mais peut-être après-demain. Dans les derniers articles que j'ai lus, il y a quand même eu quelque chose qui m'a choqué. C'était une boîte de protection d'attaques massives DDoS, ayant pignon sur rue, je ne la citerai pas, qui a dit si l'équivalent de la CNIL italienne ne nous retire pas l'amende qui nous est infligée, on ne se sentira plus engagé d'honorer le contrat de protection qu'on a souscrit au travers des JO de Milan qui ont lieu dans une quinzaine de jours. C'est dans 10 jours. C'est fabuleux. Cette vision désinhibée d'un équivalent de chantage, entre guillemets, c'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Et pour une direction générale, pour un conseil d'administration, se dire que les services critiques de l'entreprise peuvent tomber non pas à cause d'une attaque cyber, mais parce que justement l'ensemble des systèmes numériques, des dépendances technologiques qu'on a peut être adossé à ce qu'on appelle un kill switch. C'est quelque chose qui devient prégnant et qui leur parle. Donc on voit que l'influence là, elle est forte. Hein. Le tabou est tombé de savoir comment influencer finalement les États ou les entreprises à travers des mots forts. Parfois, on prêche le faux, on prêche le vrai. On dit un jour qu'on va faire quelque chose, hein, je cite personne en particulier dans le monde, et l'autre jour, on fait autre chose. Donc en fait, on est un peu perturbé, savoir comment réagir par rapport à ça. Tu voulais dire un mot là-dessus? Je voulais reciter deux exemples pour illustrer ce qui a fait réagir la direction générale de mon groupe. Le premier d'entre eux, c'est la suppression de la boîte mail d'un juge de la Cour pénale internationale. Alors je ne sais plus chez qui il avait son email, mais bref,
C'est les Américains qui ont fait supprimer ça. Et le deuxième item, c'est le kill switch sur les F-35. C'est-à-dire que des pays souverains ont acheté des systèmes d'armes. Je n'ai pas de commentaire éthique à faire là-dessus, mais ils ont acheté des systèmes d'armes. Ben, en fait, le pays qui leur a vendu garde la main sur l'interrupteur on-off. C'est inacceptable pour un pays et son indépendance. Donc, et nous, les élus, parce qu'on est un groupe mutualiste, nous ont interrogés sur ces sujets-là en disant mais on a du Microsoft, on a du Google, on a de l'Amazon, on a du SailPoint, Salesforce, etc., etc. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est une première angoisse. Deuxième angoisse, c'est que quelque chose qui est stable aujourd'hui peut, sur une simple décision d'un individu, devenir complètement instable demain. Et ce monde-là, il se rapproche du monde où on doit adresser la résilience d'entreprise. Ça ressemble à une cyberattaque, en fait. Ce n'est pas la même matérialité, mais l'impact, il est le même. C'est-à-dire le système, on arrive le matin, il marchait très bien, à 12 heures, il se passe un événement, paf, il ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Donc on active le plan de secours, etc. Donc on est en train de réfléchir à des dispositifs de cette nature. Voilà, j'étais un peu long, pardon. Non, pas de souci. Peut-être François, au niveau investisseur, comment tu vois les choses par rapport à l'angle qu'on vient de citer, le côté incertain finalement de tout ça? Ah bah, depuis 1 an et demi, 2 ans, comme le disait Arnaud et comme le soulignait Patrick, c'est devenu clairement une thématique. Je pense que la façon dont on voit les choses, c'est la notion de rapport de force. En fait, on est dans un monde où, et les rapports de force existaient avant, c'est pas nouveau, hein, c'est pas une grande nouveauté, mais c'était beaucoup plus masqué. Récemment. Il y avait beaucoup plus de diplomatie, voilà. C'était plus soft. Maintenant, les rapports de force sont affirmés et les négociations sont beaucoup plus violentes. Et je citerai l'exemple de VMware et des prix de VMware. C'est-à-dire que la notion que je discutais tout à l'heure, c'est-à-dire winner take all, et la notion de domination d'un marché par un acteur, elle a un seul but, c'est à un moment donné d'être en position de force pour dicter ses règles. Sur le marché de la cybersécurité, la notion de dicter ses règles pour des acteurs non souverains en Europe, ça va devenir compliqué parce que les groupes ont pris conscience de cette dépendance et ils ont besoin d'indépendance et ils ont besoin de continuité et ils ont besoin, dans un monde incertain où les rapports de force géopolitiques vont être combinés à des rapports de force économiques, de pouvoir continuer à opérer dans un environnement qui est à peu près Donc là, il faut qu'on se mette en ordre de marche et on a peut-être un mot qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais la résilience. Alors, je ne sais pas si tu voulais en parler. Oui, pour moi, c'est assez connexe parce que lundi, donc à Bercy, la ministre a annoncé un plan global, enfin une approche globale pour essayer de mieux mesurer le niveau de dépendance technologique qu'il peut y avoir dans l'ensemble de l'écosystème de l'économie française. Cette notion-là est très connexe à la partie souveraineté. Et ce qui a été mis en avant, c'est que l'Observatoire du numérique, finalement, disposait d'assez peu d'informations pour savoir réellement, en vision non pas discussion de salon ou alors forte prise de position politique, soit soit outre-Atlantique, soit en Europe en réaction, mais quelle est la réalité cartésienne sous-jacente de notre dépendance technologique. Il y a un indice, alors il a été décidé de créer un indice pour mesurer cette dépendance technologique et cet indice, en fait, au tout départ, il s'appelait indice de souveraineté numérique. Et au final, lorsqu'il a été annoncé aux rencontres d'Aix, c'était en juillet dernier, il a été rebaptisé indice de résilience numérique. Et donc là, on a eu un certain nombre d'entreprises bêta-testeurs. Et ça, c'est quelque chose, ce concept-là est en train de se généraliser. Et je pense que il va vraiment prendre tout son envol début 2026 avec la capacité de factualiser un certain nombre de choses. Et notamment au travers des fonctions critiques que nous, on a définies dans le cadre de DORA. Donc le R de DORA, c'est résilience, encore une fois. Justement, est-ce que finalement résilience, on a raccroché DORA à la souveraineté numérique d'une façon ou d'une autre? Et on est en train de faire le lien entre les deux. Il n'existe pas du tout de notion de souveraineté numérique dans les textes européens. Il ne faut pas faire d'anachronisme. DORA est sorti il y a de ça 3 ans, donc c'était pas possible. Alors là, on voit que la partie, le dernier texte, ils ont rejeté tout ce qui était autour de la souveraineté numérique. Donc voilà, encore un rendez-vous manqué, mais ça viendra un jour ou l'autre. Mais là, on voit qu'on a le moyen, nous,
au niveau de, voilà, de contribuer à ce rapprochement-là en effectuant cette mesure et en allant porter vraiment avec un regard peut-être plus ingénieur qu'un regard passionné auprès de notre direction générale et auprès de nos conseils d'administration et de leur dire réellement quel est notre niveau de risque, sachant qu'on n'arrivera jamais à une dépendance technologique nulle. Et tant mieux parce qu'il n'existe aucun cloud provider qui possède une vision sur toute la chaîne, depuis le chipset, la RAM, les équipements core, voilà, core switch, la partie telco. Cette autonomie stratégique ne peut pas être voilà, sur l'ensemble des couches. Par contre, il faut savoir quel est notre niveau de dépendance et est-ce qu'on accepte ce niveau de dépendance sur un certain nombre de sujets. Et finalement, ça veut dire en filigrane que le stress qu'on vit aujourd'hui du fait de la géopolitique peut nous amener à faire ce qu'on avait pensé faire il y a quelques années et de finir par y arriver, à mobiliser un peu les acteurs européens en commun. On parlait de choses communes et d'économie commune pour trouver les leviers. Alors, ça ne va pas se faire en un clic, hein, évidemment, et d'avoir au moins des points forts dans les techniques dont on a besoin, le hardware, le software, le cloud, souverain, européen ou français. Du point de vue de Groupama, comment tu vois ça? Oui, alors probablement. Alors j'ai une remarque et puis la première remarque par rapport à ça, attention à l'hyper-conformité. On a une tendance en Europe qui nous handicape, c'est l'hyper-réglementation. Ça, c'est un point. À chaque fois qu'il y a un sujet, paf, on fait une réglementation alors que ce n'est pas forcément indispensable. Enfin, donc séparons conformité et sécurité, c'est deux notions connexes mais pas intégrées, et c'est très bien comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le monde de la finance, et je ne connais pas les autres secteurs d'activité, mais dans le monde de la finance, sur le sujet cyber, il n'y a pas de concurrence. On se parle, on se voit. D'ailleurs, on est actionnaire, pour certains d'entre nous, du lieu totem de la cybersécurité en France qui s'appelle le Cybercampus, hein, qui se trouve à La Défense. Tous les mois, on se réunit pour partager des orientations, pitcher certaines startups pour voir comment on peut les aider à grandir. Est-ce que leur positionnement est pertinent ou il vient redonder des entreprises qui existent déjà. Donc il y a déjà cette mouvance-là. Là où moi je vois des renforts, c'est que c'est à l'échelle de la France là pour le moment. Et le Cybercampus souhaite maintenant élargir à l'échelle de l'Europe, pas en faisant du cybercampus français un leader, non, un élément de l'écosystème européen. Et ça, je pense, c'est clé. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le... Il faut que ça soit mutualiste, en fait. Oui, c'est ça. Alors, mutualiste, c'est un mot qui me fait plaisir, évidemment. Pour le groupe agricole, c'est pareil. Hein. Donc, oui, c'est exactement ça. Et puis, l'écosystème économique, comment les investissements monstrueux qu'on consacre à la défense se réinjectent dans le civil. Regardez le modèle israélien à Tel Aviv, hein, comment ils font. Ils développent des armes et très vite, ils en font un business. Les firewalls, ça a été inventé par les Israéliens pour la défense. Et ils en ont fait un business. Et c'est très bien. Il faut qu'en France, on arrive à faire ça. Enfin, voilà. Donc ça nous impliquer de façon forte à coopérer et à trouver le levier. De la même façon que d'autres ont réussi à trouver la manière d'innover et de se renforcer, alors qu'ils sont finalement tout petits par rapport au reste du Absolument. monde. On a la chance d'avoir plusieurs pays qui comptent dans le monde, et l'Europe doit compter. Mais on a ce gain de productivité ou d'efficacité à rencontrer. On va parler maintenant un peu plus de techniques et de technologies sur l'avenir. L'IA en fait partie, forcément. La cyber, elle évolue aussi. Moi, je voudrais qu'on parle, alors peut-être sur l'aspect financier pour commencer, c'est la bulle spéculative dont on parle ou qu'on évoque. On sait que sur Internet, on a déjà eu ce genre de phénomène. Comment tu vois les choses? C'est une question de maturité de marché. On est aussi investisseur, pour information, dans l'aéronautique et la défense. Et on nous demande toujours, je fais un parallèle avec la cyber, pourquoi est-ce que vous n'avez pas investi dans des startups qui fabriquent des drones? La réponse, elle est simple, c'est qu'il y a des gens qui investissent dans l'innovation, qui prennent énormément de risques sur des petites sociétés. Et puis il y en a d'autres, comme nous, qui souhaitons prendre moins de risques. C'est-à-dire qui comprennent que parfois on peut gagner en investissant dans une start-up qui fabrique des drones et qui demain deviendra un géant. Mais le marché des drones en Europe, il n'est absolument pas mûr. C'est un marché mouvant.
Il y a tous les jours telle ou telle société qui vient avec telle ou telle idée. Il y a des acteurs en Ukraine, des acteurs en Pologne, des acteurs en Allemagne, en France, en Suisse. Donc, c'est un marché qui est encore trop peu mûr par rapport à ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Tout investisseur a une thèse d'investissement. La nôtre, elle est plutôt d'investir dans des gens qui ont le potentiel de devenir des champions, mais qui ont déjà démontré la capacité d'être des champions. Et dans la cyber, c'est pareil. Je dis ça parce que dans la cyber, il y a plein d'innovations et il y a des besoins de financement en amorçage. Ce n'est pas notre thèse d'investissement. Donc, nous, on va être plutôt sur des sociétés qui vont être crédibles en termes de taille pour devenir des consolidateurs européens et donc devenir des acteurs et des alternatives crédibles aux solutions non européennes dans la logique et si dont on on vient de regarde à parler l'échelle sur... mondiale, on parlait de la puissance américaine justement et des grandes entreprises américaines qui finalement se font des tours de chauffe et l'économie est relativement circulaire. On l'a vu dans quelques graphiques assez illustratifs. Tu vois à quoi je fais référence. Est-ce que finalement on peut tomber dans un gouffre au moins temporairement où l'IA va prendre cher au niveau américain, puisque la puissance est américaine. Est-ce que nous, ça va nous faire tanguer et comment tu vois les choses? Est-ce que ça peut être juste une période? Non, je pense que, enfin, en revenant sur le sujet de l'IA, je pense qu'on est dans les plaques tectoniques entre l'Asie, la Chine qui pousse ses solutions nationales et ses alternatives au modèle américain, les Américains. Je pense que l'Europe a encore une chance. Pour être honnête, on a quelques sociétés qui peuvent émerger et être pérennes, Mistral et d'autres. Hein. Il faut trouver les moyens de les encourager dans nos projets et dans la valeur qu'elles peuvent porter. Peut-être un mot là-dessus? Alors moi, je vais être moins optimiste que toi. En fait, au vœu, donc en début d'année, notre directeur général nous a dit: je serai le directeur général de la Caisse des dépôts qui subirait une crise financière. Donc il a son mandat depuis juillet dernier pour 5 ans. Donc il a été lucide et il nous a dit: préparez-vous à un certain nombre de stress tests. Ça fait partie des sujets alors qui sont dans notre ADN, d'être en vision contracyclique. Donc il nous a dit: on est en vision très renforcée en termes de fonds propres pour notre capacité à réinjecter de l'argent dans l'économie française. Mais force est de constater, il nous a dit: c'est très bien qu'on est à peu près à 70 milliards de fonds propres sur la Caisse des dépôts. Il nous a dit: c'est très bien qu'on soit haut parce que il ne sait pas quand. Il y a différents modèles économiques qui sont demandés et qui sont aussi demandés par notre régulateur, avec des scénarios qui iraient jusqu'à des scénarios, alors ça n'a pas fait plaisir au Salon des maires, mais je suis désolé, il faut appeler un chat un chat. On dit sur des scénarios de conflit de haute intensité, quels seront les indicateurs macroéconomiques qui pourront en résulter et du coup, quel serait l'impact derrière. Alors là, on dépasse vraiment la bulle IA, mais on est sur des sujets qui sont de dire: oui, il faut continuer à prendre des risques, il faut continuer à investir et potentiellement les investissements sur le numérique, comme tu le disais, alors nous on appelle ça doctrine, donc voilà, c'est exactement la même chose. Il faut peut-être pas être stricto sensu sur les doctrines telles qu'on les a classiquement sur d'autres secteurs d'investissement, mais il faut aussi se préparer à un moment potentiellement très compliqué, une crise économique qui pourrait être aussi adossée à une crise plus globale et voilà, le retour de en tout cas des effets de bord de guerre au niveau européen. Se préparer, c'est toujours bon. En tout cas, parfois le stress, ça permet aussi d'aller plus loin et d'aller plus vite dans ce qu'on voudrait faire et qu'on n'a pas encore fait. Pour autant, on a vu, je parlais de la bulle Internet, etc., sur la projection globale de l'IA. Alors, moi, de mon côté, je vois ça de façon très macroscopique aussi. Je me dis qu'effectivement, dans le temps, dans l'histoire, on a eu des pics de stress, choc pétrolier et autres. Finalement, on arrive toujours à quelque chose qui fait ramp-up. Ça arrête la progression de façon brutale, mais finalement, ça repart parfois encore plus fort. Et finalement, on est dans l'IA, donc on a dépassé le chatbot aujourd'hui. On a la régulation qui nous oblige à mettre en place un certain nombre de choses en termes de technique. On est arrivé au LLM, donc qui nous amène à d'autres étapes finalement dans l'IA et les usages qu'on fait, soit en cyber, soit pour nos métiers. Et on arrive très vite, puisqu'en fait l'IA, c'est aussi c'est particulier dans l'histoire aussi. On a mis des décennies à mettre en place des choses dans l'informatique standard. L'Internet, ça en fait partie, hein, ça ne s'est pas fait en 2 mois, en 5 ans. Et là, on arrive avec l'IA où on passe du chatbot à l'agentique, là, déjà maintenant, un peu plus demain.
avec une rapidité juste assez effrayante. Moi, ce que je me dis, c'est que, et je vous demanderai votre avis juste après, pour voir un peu dans le panel comment ça réagit, on arrive à l'agentique, on a un cadre de régulation, on a l'IA pour les collaborateurs, c'est notre première étape, c'est important, et on a l'IA pour les clients, pour nos clients. Et finalement, on arrive à une étape où on est dans l'exposition de ces assets nouveaux. On est obligé de mettre des méthodes en place nouvelles. On met en place, en tout cas, chez Crédit Agricole, et je pense certains d'entre vous, on a réinventé le red teaming en parlant de red teaming IA, ce qui crée une dynamique entre les équipes data science et les équipes cyber, parce que la compétence technique, elle est quand même sur les LLM et les IA, plutôt du côté des data scientists, et c'est normal. Mais l'aspect red teaming est connu par les gens de la cyber depuis des années. On a des experts sur la place dans ce domaine-là. Et finalement, eux ont d'autres skills qu'on va pouvoir mettre en commun. Et donc, je voulais avoir votre intuition, votre partage sur comment on approche ces nouvelles technologies dans vos organisations. Non, je veux bien juste commencer parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur le sujet. Dans notre monde à nous, un des stress des équipes, c'était que le foisonnement de nouveautés en termes d'outils incite les collaborateurs à aller à l'extérieur, faire des requêtes et dévoiler des informations confidentielles. Et donc la priorité des priorités, ça a été de dire n'allez pas faire des requêtes diverses et variées sur des investissements potentiels dans des outils à l'extérieur, donc le Shadow IT IA, mais utilisez les outils internes et on met à votre disposition des outils internes qui vont éviter ça et on va les améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, proposer une alternative interne qui évite les fuites de données et les problèmes de confidentialité. C'est la première étape qu'on a connue, je pense, tous, où à l'arrivée de ces outils-là, pour pallier finalement à cet échappement, on a mis en place des outils, on a cadré les usages et finalement on a renforcé cette position-là. Oui, enfin, les plus grosses limitations qu'on ait mis en œuvre justement pour éviter ces fuites, c'est contrôler les moteurs de réapprentissage. C'est-à-dire que quand on injecte des données de l'entreprise dans les moteurs IA, ils en tirent enseignement, avantage, et ils pourraient être amenés, si on ne contrôlait pas, le restituer à des tiers. Regardez ce qui est arrivé à Samsung avec son code source. Enfin, voilà. Donc, le premier sujet, ça a été de bunkeriser notre IA, même si c'est une IA qui est fournie par un grand acteur de place. Elle est dédiée à notre entreprise. Donc, les collaborateurs sont incités, contraints, non, peut-être pas, mais à utiliser ces moteurs d'IA, et seulement cela, et on a bloqué les autres. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, juste pour aller un peu plus loin dans la réponse, les agents qui arrivent, c'est-à-dire des objets informatiques qui vont exécuter des tâches sur les systèmes d'information basés sur des règles d'IA, nous font réfléchir beaucoup à l'imputabilité et du coup à la traçabilité, et qui est responsable si jamais ça ne va pas bien. Je ne sais pas, on peut prendre les cas de fraude, mais pas que cela. Donc on a des vrais sujets, et on a des vrais sujets de réflexion autour de la perte de contrôle. Comment on ne provoque pas avec ces agents qui deviendraient tout fous des incidents plus graves que si on mettait des humains, par exemple. Enfin, je suis un peu catastrophiste là, mais c'est ça. Et enfin, il y a des notions qui manquent encore sur le marché des IA. Moi j'appelle ça le firewall de l'IA, mais l'idée c'est comment on protège l'IA depuis des actes malveillants qui seraient faits par des individus, qu'ils soient en interne ou en externe, peu importe. Donc ça, c'est une première barrière, c'est la barrière à l'entrée, mais il y a aussi la barrière en sortie. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous manipulez l'IA, elle peut vous générer des réponses à des prompts, quand vous tapotez là, qui seraient nocifs pour l'ordinateur de la personne qui tape. Donc dans ces deux sens-là, aujourd'hui, les outils de protection, ils sont émergents, pas complètement matures, pas complètement fiables. Donc, et puis je ne parle même pas de souveraineté parce que voilà. Mais donc voilà. Donc nous, les sujets, ils sont ceux-ci. Alors, je vais rebondir là-dessus puisqu'on parlait de tests finalement. Je parlais de Red Team tout à l'heure. Au-delà des termes techniques, on parle souvent de guardrails. C'est aussi une façon d'aborder le sujet à l'entrée et à la sortie des moteurs d'IA pour éviter la fuite d'informations sensibles.
ou simplement pour éviter qu'on puisse aller attaquer l'IA pour plein de malversations possibles. Aujourd'hui, tu parles d'outillage. Effectivement, les outillages sont très peu nombreux en termes d'outillage français, voire même d'outillage européen. Beaucoup sont américains, israéliens. Pourtant, ils sont relativement efficaces. Le principe d'efficacité, il n'est pas, comme pour nous, hein, toujours total. C'est un sujet aussi qui n'est pas encore complètement mature, puisqu'il est récent finalement. Peut-être de ton côté Caisse des Dépôts, comment vous voyez les choses sur cet aspect-là? Alors, je vais peut-être prendre un peu de hauteur, ouais, pas juste la partie cyber, mais comme tu le disais, on n'a pas encore beaucoup d'acteurs européens sur cette partie-là. Je pense qu'on a quand même une responsabilité que les acteurs qui existent, qui sont peut-être pas encore à l'état de l'art de ce qu'on aimerait avoir, qu'on puisse les accompagner. Moi, je vois, alors c'est du coup un domaine pas du tout bancaire, mais je vois vraiment d'un très bon œil lorsque Mistral annonce qu'il a un partenariat avec CMA-CGM, parce que dans ce partenariat-là, il y a bien évidemment des achats de licences, et ça, c'est structurant. Mais au-delà du partenariat, ce qui est aussi important, c'est que dans les équipes de toutes ces, ces géants de la partie IA modèle génératif, il y a la capacité qu'ils envoient des ingénieurs dans les entreprises pour peaufiner les modèles. Parce qu'en fait, un modèle, enfin, l'IA, c'est un changement de paradigme. On n'est plus sur une implémentation déterministe d'un certain nombre d'algorithmes, de savoir-faire. On est sur une implémentation probabiliste. Et cette implémentation probabiliste, mieux elle est entraînée, mieux elle est contextualisée en termes de dictionnaire, plus elle sera pertinente. Et pour améliorer cette capacité à être pertinent, typiquement sur la partie transport maritime, ce qui est structurant, c'est comment est-ce que mes petits containers, je vais les emmener d'un point A vers un point B en maximisant la charge des bateaux et les bateaux existants en termes de flotte qu'il y a chez l'armateur. Et ça, cette vision-là, c'est des maths probabilistes, c'est pas des maths déterministes, et il faut entraîner les modèles pour qu'ils soient de plus en plus pertinents. Après, si du coup on revient peut-être sur la partie cyber, on a exactement la même chose. On a des tas de données, je sais pas, voilà, vous avez tous et tous du SIEM chez vous. Vous avez un trésor, un tas de données qu'on essaye d'avoir jusqu'à maintenant en termes de vision globale, de formuler un certain nombre de règles de détection plutôt déterministes, de les automatiser avec notre outil de SOAR préféré pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient amenées au niveau des analystes. On va avoir la même logique d'utiliser de l'IA pour non pas avoir des règles de détection déterministes, mais des règles des règles probabilistes, et que ces règles probabilistes, le but du jeu, c'est bien évidemment qu'elles génèrent moins de faux positifs que les règles déterministes. Parce que sinon, c'est un peu en filigrane ce qu'on partageait aussi. C'est exactement ça. Avec toi, côté Groupama, c'est le SOC. Alors moi, j'appelle ça, c'est pas un côté marketing, mais c'est pour teinter un peu la chose, le SOC 3.0. On avait déjà identifié des outils avancés, des outils qui se partageaient de l'information avec des API pour la partie cyber. C'est exactement la structuration du SOC CSIRT qu'on a mis en œuvre. Alors, nous, on a utilisé un mot un peu marketing. On a le cyberanalyste augmenté, parce qu'on voulait capitaliser sur l'humain, parce qu'il y a quand même des gens, il ne faut pas non plus fantasmer. Les IA ont des limites, on n'en a pas parlé, mais on est plutôt dans le haut du hype cycle du Gartner. Là, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est juste une projection des bases de connaissances qu'on a accumulées. Il n'y a pas de magie, même si c'est probabiliste d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudra pas, une fois, à un moment donné, mettre en place des IA pour surveiller l'IA? On a déjà, puisque l'antagoniste est déjà un concept. C'est pour ça que j'annonçais un peu la couleur. Donc oui, nous, tout le système de supervision et de cyberdéfense, il a été armé quelque part pour enlever déjà, les irritants, parce qu'on avait un problème de recrutement. C'est compliqué de recruter un cyberanalyste. Enfin, si on veut le garder un peu, et nous, on n'est pas une usine de services au service de plein d'entreprises, on est une usine pour nous-mêmes.
Donc on n'a pas cette capacité de turnover, d'acceptation du turnover, et on voulait zéro turnover. Donc l'IA a été en majorité utilisée pour enlever tous les irritants. C'est-à-dire les cyberanalystes, ils ont des tâches de différents niveaux de valeur ajoutée. Donc les moins plaisantes pour eux, eh ben, on les a confiées à l'IA, ils étaient très contents, ils se sont mis sur d'autres tâches et ils sont très contents, et le turnover, il est extrêmement faible. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a le sujet des agents. Sur les agents, c'est des choses qu'on a mis en prod depuis un peu moins d'1 an. Donc on n'a pas énormément de recul, mais on a été extrêmement prudent pour pas qu'on soit la cause du cynisme qu'on redoute. Parce que c'est ce que je disais par rapport à l'agent qui devient tout fou. Hein. C'était cette peur-là. Alors elle est peut-être irraisonnée, mais bon, voilà, c'est les limites de notre capacité d'innovation. Et on a mis beaucoup de garde-fous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit les actions qu'un agent doit faire, c'est une action qu'on pourrait faire humainement en appuyant sur un bouton. Alors déjà, on a fiabilisé comme ça. Une fois qu'on avait confiance sur le traitement qui était derrière le bouton activé par un cyberanalyste, alors on a accepté de commencer à le faire s'activer par un agent. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Puis on raisonne par strates successives. Et finalement, est-ce que tu n'as pas utilisé le prisme quand on a vu arriver le RPA? Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est un peu le principe de je lui donne des droits, je lui donne les droits le même que l'humain qui va l'encadrer ou le monitorer. Et puis finalement, donc je vais limiter son périmètre. Mais là, dans l'agentique, on va arriver avec des agents nombreux et variés qui vont se répondre de façon, et le mot est là pour bien éclairer le sujet, de façon autonome, alors, pour une partie, avec une limitation d'écosystème à les engager. Par exemple, tous nos actifs les plus sensibles, pas forcément de façon autonome. Et puis, donc, on a une question de droit. Donc, ABAC, AIRBAC, etc., ça parle à certains. Et ensuite, l'agent peut créer d'autres agents potentiellement pour répondre aux besoins du collaborateur ou aux besoins du métier. Et donc là, ça demande un monitoring. Là, je vais aller sur l'axe du monitoring assez pointu. Oui, et c'est pour ça que les IA nécessitent aussi, font apparaître des nouveaux métiers. Parce que ces systèmes à apprentissage, le système tel qu'il était avant-hier, il n'est pas le même que celui qui sera demain. C'est pas du tout déterministe, ça, enfin pas complètement du moins. Et du coup, comme ces systèmes ils peuvent dévier, je dis qu'on était très vigilants sur l'éthique et ces sujets-là. Nous, on commence à réfléchir sur des nouveaux jobs qui sont des surveillants d'IA pour être sûr qu'elle reste bien égalitaire, éthique, respectueuse de notre doctrine. Après, je ne dis pas qu'elle est bonne ou pas bonne, c'est pas ça. On imagine mettre des gens pour être sûr que ça biaise pas, que ça hallucine pas trop et qu'on corrige. Oui, je trouve ça très intéressant parce que il y a quelques années, quand on était chez Airbus, il y avait une direction, et il y a toujours d'ailleurs une direction de la sécurité qui est centralisée. Ça veut dire que la sécurité physique et la sécurité informatique sont sous la même direction, ce qui crée parce que les avions, c'est des objets physiques, parce que, enfin, il y a plein de raisons historiques chez Airbus, peu importe le contexte, mais ce qui nous avait fait poser la question, est-ce que dans le SOC, qui était 24/7, il y en avait plusieurs en fonction des géographies, opérés pour surveiller le volet cyber et numérique, on ne devrait pas fusionner la surveillance de la sécurité physique parce qu'il y a des attaques cyber qui sont aussi un volet physique, des intrusions, la gestion des accès, toutes les problématiques de révocation des salariés. Donc il y avait une logique à fusionner les deux. Donc, et puis maintenant, il y a clairement une logique, et pour répondre à l'interrogation, j'ai vu très peu de cas de figures et d'entreprises qui ont fusionné les deux. Ça n'a pas été le cas chez Airbus pour plein de raisons opérationnelles. J'ai 2-3 exemples, mais la fusion du physique et du numérique n'a pas eu lieu. La fusion de l'IA et de la cyber dans un SOC, je le vois beaucoup mieux, exactement comme le décrivait Patrick, avec cette notion de coordination de l'IA sous un volet régulation, réglementation, configuration, droit d'accès et cette partie-là de monitoring elle est extrêmement importante puisqu'on a le sous-jacent finalement des IA, notamment génératives et de l'agentique qui est basé sur du cloud essentiellement. Les composants cloud, on sait comment aujourd'hui les monitorer, on a les outils pour le faire. En tout cas, la plupart d'entre nous, on a déjà avancé sur le sujet. On déploie encore une autre frange de fonctionnalités sur ces outils, sur la partie composants technologiques, cloud, mais IA, finalement. C'est un socle IA. Et on se dit que maintenant, nous, on va prendre le wagon de ce qu'on nous on a appelé un SOC business. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le SOC standard,
mais qu'on commençait à monitorer pour les métiers, pour le DPO, etc., même pour le CISO, qui se trouvait un petit peu à part. À l'arrivée de l'IA, en fait, on a vu avec les data scientists comment aller capter dans cet écosystème technologique, dans la stack, tous les indicateurs qui étaient pertinents pour nous tous, en différents télémétiers, j'ai cité le DPO notamment, pour qu'on puisse capter cette info, la traiter et remonter les indicateurs finalement à un SOC qui pour l'instant est à part et qui va être regardé par des bonnes personnes, mais qui à un moment donné va être conjoint au SOC standard classique, plus classique, pour aller avoir de la télémétrie, identifier les biais, identifier la présence de données personnelles sur un use case où il n'y en avait pas, et finalement sécuriser l'ensemble. Ça veut dire aussi qu'il faut penser un coup d'avance pour se préparer, parce que comme on disait tout à l'heure, ces technologies-là, elles avancent très vite. Et si, avec notre direction générale et nos entreprises, on veut être finalement dans la course, pas effrénée, mais simplement commerciale, à mettre en place pour nos collaborateurs et nos clients ces outils-là, il faut aussi mettre en place les éléments et donc les penser à l'avance, les structurer. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Je me permets juste, remarque, il y a assez peu d'entités dans les grandes entreprises qui sont 24/7. Même le service client, en général, il n'est pas 24/7. Il y a les horaires de bureau, le samedi, ça ne marche pas, etc. Une des exceptions, c'est le SOC, c'est le cyber. C'est une opportunité absolument fabuleuse pour le cyber de proposer, je pense, une valeur ajoutée différente de la notion unique de gestion des risques et d'évoluer vers les métiers, d'évoluer vers l'opérationnel et d'évoluer vers un rôle de coordination et de monitoring et de reporting beaucoup plus large. Et je pense que le chéquier derrière est beaucoup plus gros. Ouais, je te rejoins. Enfin, les pistes de réflexion qu'on a, c'est ce qu'on appelle la fraude numérique. Alors, il y a la fraude historiquement, métier, etc. Vous voyez bien dans l'assurance, les faux sinistres, etc., etc. Mais il y a aussi des sujets qui apparaissent maintenant exclusivement au travers des systèmes d'information. C'est-à-dire ce qu'il y avait sur je caricature, ce qu'il y avait sur le papier avant se transfère sur le monde numérique. Il n'y a pas de matérialisation des causalités, c'est purement sur les systèmes d'information. Je ne sais pas, moi, je me déclare comme un professionnel de santé alors que je ne suis pas du tout un professionnel de santé. Et du coup, je peux obtenir de l'assureur des remboursements pour des dépenses que j'ai jamais faites au bénéfice de personne, sauf de moi-même. Vous voyez, de ce genre de choses. Et c'est purement IT. Un client qui se fait voler, c'est son login, son mot de passe, son OTP, son téléphone, et une fraude s'ensuit. Donc tout ça, c'est des choses qui sont dans le monde du numérique. Et les réflexions qu'on a, on pense qu'il faut qu'on crée une structure dédiée avec des compétences de prompting. Alors je fais le lien avec l'IA. Qui s'appuierait sur des IA de collecte, d'agrégation, de reconstitution de réseau, comme on voit dans les outils standards, au service d'un prompt engineer qui travaillerait à destination de la lutte contre la fraude, parce que c'est quand même vous le retrouvez dans vos primes d'assurance, la fraude, ou banque d'ailleurs. Alors je vais faire le timekeeper pour qu'on arrive un peu à laisser la place aux questions. Alors déjà, merci à tous d'avoir un peu interagi sur ce sujet qui, j'espère, vous aura intéressé. Et puis, on vous laisse la place, si ça vous tente, à des questions. N'hésitez pas, on va passer le micro. Levez la main, dites-moi. Je voulais revenir sur cette notion de souveraineté. Vous avez évoqué tout à l'heure cet indice de résilience numérique qui permet de mesurer un petit peu notre état de l'art aujourd'hui par rapport à cette souveraineté. Et donc moi, ma question, c'est d'accord, mesurer, c'est quelque chose, mais derrière, il faut changer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a les clés pour effectuer un tel changement face aux géants qui dominent le marché ? On a des clés. Déjà, savoir, connaître tes dépendances, ça permet de faire prendre conscience et de dire oui, en effet, on a un travail. Et c'est pas un travail de quelques jours, ce sera un travail de plusieurs années pour converger. Mais on a cette capacité-là parce qu'on a un certain nombre d'alternatives. Et il y a des endroits où on n'a pas d'alternative. Sur ces sujets-là, et je pense qu'on est assez, en adéquation. Là où on n'a pas d'alternative, c'est aussi du ressort des investisseurs étatiques, privés, de faire émerger ces solutions à l'échelle.
Là où on n'en a pas, il faut le savoir. Enfin, tout à l'heure, on parlait de la partie DDoS. Je ne connais pas un acteur européen digne de ce nom qui soit en capacité de protéger sur des volumétries de l'ordre de plusieurs terabits par seconde ou dizaines de terabits par seconde. Est-ce que pour autant, enfin, il y a quelques Israéliens qui ont émergé et pourtant ils n'étaient pas très grands au départ. Donc, est-ce qu'on aurait la capacité de le faire à l'échelle européenne? La réponse est oui. On n'en a pas pour le moment. Comment est-ce qu'on va les financer? On se disait tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on trouve notre modèle d'accélération avec une coopération européenne pour donner un peu de puissance à tout ça. Oui, puis attention au fantasme, hein, quand on dit souverain, il ne faut pas imaginer un seul instant qu'on soit en capacité d'avoir un SI full souverain sur toutes ces parties. Ce n'est pas vrai. Donc les cartographies des zones exposées sont majeures. Donc on rentre dans la résilience. C'est vraiment la même stratégie, la même logique. On identifie les actifs essentiels, enfin ceux qui portent les process essentiels, les actifs et ressources essentielles. Et sur ces ressources essentielles, on fait porter les contraintes qu'on a envie de faire porter, dont la souveraineté. Voilà, c'est un raisonnement sélectif. Une souveraineté compartimentée et structurée par raisonnement. Tout ce qui est plus précieux et le plus important va avoir un enjeu particulier, et tout ce qui est plutôt annexe vis-à-vis de l'analyse de risque qu'on en fait va pouvoir rester temporairement, en tout cas, un système autre. Et juste pour compléter ce qui est dit par rapport aux instances gouvernementales, si je reviens sur le périmètre de la France, il y a deux notions importantes. Il y a les OIV et les OSE. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais grosso modo, c'est des entités qui servent le maintien des fonctions essentielles de l'État ou de son économie. Donc il y a des entreprises qui ont été désignées par le gouvernement français, que je ne citerai pas. Elles sont soumises à des contraintes supplémentaires pour justement garantir qu'elles sont résilientes et qu'elles ne mettent pas en péril l'économie française. Donc voilà, donc ça reste des initiatives. Alors, on a, je pense, madame qui a une question à poser. Oui, merci beaucoup. Cathy Rosalie Joly, moi je suis avocate, cabinet Néolexia. J'ai une question parce qu'effectivement, vous avez évoqué souveraineté et résilience. Quand on parle de souveraineté à l'ère numérique, finalement, on n'est pas en train de viser une souveraineté où on a tout en local. La question, elle est de se dire comment on est résilient. Résilient, ça veut pas dire avoir tous les serveurs dans sa maison. Ça veut dire avoir le choix. Ça veut dire être informé et ça veut dire être sécurisé. Et donc ça, vous l'avez très bien illustré. Ou accepter le risque. Oui, mais voilà, avec une approche par les risques qu'on connaît très bien dans le secteur bancaire et financier sur plein de sujets. Maintenant, vous avez regretté que la réglementation, pour le coup, ne vise pas la souveraineté. Mais toutes les réglementations la visent aujourd'hui en matière de numérique indirectement. Vous avez évoqué DORA. Dans DORA, il y a tout un volet sur les prestataires, sur les prestations critiques et un volet nouveau sur les prestataires systémiques qui eux-mêmes vont être régulés avec une obligation d'avoir un établissement en Europe. Ce qui donne de l'appui à tout ça finalement. Ce qui ramène sur l'Europe. Le règlement IA, pour des IA à risque, par exemple, on pourrait parler du scoring crédit en matière financière. Il va y avoir aussi des exigences d'avoir une certification européenne, comme on l'a en matière de médicaments, pour pouvoir rentrer sur le territoire. Donc finalement, est-ce qu'il n'est pas suffisant que la réglementation parle de résilience, puisque ça atteint le même objectif ? Enfin, je ne sais pas si vous me regardez, moi j'ai pas d'avis sur suffisant. Ce que je pense, c'est que c'est la souveraineté, il ne faut pas la surjouer. C'est le sens de mon propos. Je suis un peu caricatural parfois, mais ce que je voulais dire, attention au risque de surjouer le truc, parce que ça va le tuer sans ça. Et souvent, en France, on a tendance à surjouer les réglementations. Alors, soit le gouvernement, soit le régulateur, soit nous-mêmes, entreprises soumises, on surjoue le truc. Bon, il faut être raisonnable, proportionné. Enfin, ce que vous avez dit, et mon discours, il est bien là, ce que je disais à monsieur tout à l'heure. Il faut qu'on identifie là où c'est essentiel et qu'on mette le paquet sur là où c'est essentiel, quitte à accepter parfois de dire cette partie-là, si on subit, on subira et puis on acceptera. Un petit mot avant de passer à l'autre question. Je crois qu'il y a une personne. Juste un dernier petit mot. On a fait un exercice d'entraînement de gestion de crise cyber avec les équipes d'investissement hier pour les sociétés en portefeuille, parce que tous les jours, enfin pas tous les jours heureusement, mais de temps en temps, on a des crises cyber dans les sociétés dans lesquelles on a investi. On s'aperçoit toujours de la même chose. À partir du moment où l'attaquant est dans le système, il faut avoir un système de communication alternatif, parce que l'attaquant, il s'insère dans les réunions team
de la gestion de crise cyber. Enfin, on a vu des cas comme ça. Donc la notion de résilience, je pense qu'elle est fondamentale à intégrer dans les plans des entreprises pour prévenir les conséquences d'une crise cyber. Hein. C'est déjà une très très bonne chose d'y penser comme ça. Et la deuxième chose, c'est que il y a pour moi souveraineté, résilience et indépendance stratégique. C'est ces trois vocables qui sont parfois synonymes, parfois des connotations différentes. Et je pense que la connotation est très importante parce que dans l'indépendance stratégique et la souveraineté, il y a quand même cette notion d'enjeux nationaux, alors que dans la résilience, il n'y a plus cette notion de géopolitique. Et on est dans un monde où les trois sont de plus en plus synonymes parce que la géopolitique devient un risque en soi. Voilà. Alors, une autre question ? Bonjour, docteur De Villiers, éthique et droit de l'IA à l'UNESCO, le bureau de Nutili, en sciences sociales donc. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je voudrais vous faire une remarque. C'était très bien de voir finalement l'abord de nouveaux métiers que vous envisagez, notamment à travers les dispositifs éthiques. On sait que ce sont principalement des sciences sociales qui dirigent les problématiques éthiques, mais qu'elles sont bien sûr indissociables maintenant du cyber, puisque les traces sont cyber. Et effectivement, pas de biais, pas d'hallucination. Vous avez fait le lien tout à l'heure avec le problème d'imputabilité, qui est un problème de responsabilité. Et puis, on pourrait ajouter la transparence et l'explicabilité. Parce qu'en fait, au moment où il y aura la décision et les conséquences, quand les conséquences seront vers les clients, et ceux-là auront le droit d'avoir accès non seulement à une compensation, mais aussi à une explication du système d'IA qui a pris la décision. Et donc, c'est là que, peut-être, à mon humble avis, il y a des limitations pour le moment techniques, d'après tout ce que je lis. Je voudrais avoir votre avis sur l'explicabilité des décisions de système d'IA. Alors là, je vais pouvoir vous répondre parce que je parlais tout à l'heure de ce qu'on a mis en place sur ce qu'on a appelé le SOC Business. Voilà. On a intégré des éléments de captation d'informations, ce que nous on appelle en termes techniques des logs, mais finalement les éléments dans le prompt, c'est-à-dire le message du collaborateur ou du client qui pourra être intégré. La réponse, qu'est-ce que l'IA a répondu ? Est-ce que c'était en lien avec la question et l'usage de l'IA, hein, son métier à l'IA? Elle a un métier, l'IA, finalement. Est-ce qu'il y a un biais? Et est-ce qu'on peut tracer cet élément-là? Est-ce qu'on peut aussi agir sur ce biais ou cette erreur technique qui fait qu'on peut, avec les data scientists, le métier qui en est responsable, aller moduler cette IA, parce qu'une IA, ça se module, il y a plein de paramètres dedans, et faire en sorte de la recentrer sur son métier, et de répondre le plus favorablement, correctement, de façon éthique aux clients ou aux collaborateurs. Ça fait partie des enjeux et c'est ce qu'on met en place justement pour répondre à tout ça. En filigrane, derrière, on a les obligations de l'IA à tracer un certain nombre de choses pour garantir que l'IA, elle est responsable, éthique et qu'elle rentre dans la considération de l'entreprise aussi par rapport au métier. Alors, vous voyez, petite sonnerie, petite dernière question, mais on doit clôturer. Est-ce qu'elle est courte ? On va faire passer. Bonjour, Nidal Chouk du cabinet Actinuance. Vous avez parlé de choses qui bougent beaucoup sur l'IA, qui bougent tout le temps au sein des entreprises. Et la sécurité, essayez déjà de rattraper des sujets tout le temps avec l'accompagnement du CISO. Là, déjà quand c'était en mode agile, ça allait vite. Maintenant, avec l'IA qui bouge d'elle-même, ça va encore plus vite. Comment vous réagissez face à ça en tant qu'expert cyber CISO pour accompagner au plus près, de manière temporelle, ces évolutions-là et gérer ces risques qui peuvent émerger très rapidement? Alors, je vais déjà dire que le meilleur des sinistres, c'est celui qui n'a pas lieu. Donc ça, c'est une logique d'assureur. Je suis désolé, mais donc la prévention, ça veut dire quelque chose. Non, mais c'est pas. Alors je sais bien que souvent on pense que c'est un parent pauvre. Non, mais c'est très important la prévention. Et pour répondre à votre question, c'est il faut se tenir au courant. 2, il faut échanger avec les pairs. Enfin, et les pairs, j'y mets le régulateur, hein, parce qu'il faut calibrer nos actions aussi avec notre régulateur, parce qu'on est sur des métiers extrêmement régulés. Il faut s'intéresser aux technologies. Il faut ne pas en avoir peur. Et il faut écouter et s'intégrer dans le business de la compagnie. Si vous ne savez pas comment fonctionne un contrat d'assurance,
sécuriser un système d'information qui traite des contrats d'assurance dans le contrat, ok, mais c'est surtout les sinistres qui sont compliqués à traiter, surtout quand c'est des corporels. Enfin bon, bref, donc il faut être curieux, accepter de ne pas tout savoir. On ne sait pas tout, non, on n'est pas Dieu le Père, voilà, et être ouvert à la discussion et à l'échange et au challenging. Voilà. Et le petit mot de fin, c'est que heureusement, enfin, comme tu dis, l'IA change un certain nombre de choses, mais j'aurais tendance à dire change, accélère, pas change intrinsèquement et fondamentalement le risque cyber associé. Et tout ce qui existe en termes de, voilà, d'approche NIST pour dire ben voilà, il faut sensibiliser au départ, puis après identifier, puis détecter, puis réagir et de temps en temps reconstruire, ben ça reste dans les fondamentaux. Donc il faut juste s'adapter aux nouvelles technologies, mais on va s'adapter, enfin on s'est adapté à l'IA, on est en train de s'adapter à l'IA, on s'adaptera à la rupture à venir du quantique, et puis on s'adaptera aux prochaines. Enfin, à partir du moment où les fondamentaux sont là et ils sont bons, on est en capacité de capitaliser dessus. Il faut juste rester open, comme tu le disais, par rapport aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils qui vont nous permettre d'être plus réactifs. Voilà, merci à vous et une très bonne journée.